Nous allons donc terminer cette journée avec une dernière intervention de Frédéric Lemarchand que je vais inviter à me rejoindre. Alors Frédéric Lemarchand est donc enseignant-chercheur à l'université de Caen comme Émilie Gaillard. Il co-dirige avec Émilie Gaillard et Gilles-Éric Serralini le pôle risque à la Maison des sciences de l'homme de Caen. Et voilà, il est spécialiste des questions d'écologie politique, notamment, question aussi du risque dans la civilisation technologique. Et ici, on lui a demandé une conférence autour du catastrophisme et des générations futures. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai un problème avec la technique, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est la technique qui a un problème avec moi depuis assez longtemps maintenant. Voilà, merci Léo Coutelec de m'avoir invité. Je suis très heureux de venir ici. Je ne sors pas beaucoup de ma tanière. Je m'occupe beaucoup des étudiants, des doctorants, et je ne vais plus dans les colloques où on parle dans l'entre-soi de la sociologie. D'ailleurs, je ne fais pas beaucoup de sociologie, vous allez voir, mais je m'intéresse plutôt à des questions de type anthropologique qui ont été formulées depuis le début du colloque, c'est-à-dire au fond quel type d'humanité nous sommes susceptibles d'engendrer et aujourd'hui et demain. Et parmi les facteurs qui conditionnent cette possibilité, disons que depuis un certain nombre d'années ou quelques décennies au moins, on a pris conscience de ce que la question de la nature, enfin on dit l'environnement, je préfère encore l'appeler la nature, ou la grande question écologique est devenue déterminante, pour ne pas dire surdéterminante. Et c'est un petit peu autour de ça et de la révolution au fond des modes de pensée, des concepts et des paradigmes, révolution nécessaire, ou renouvellement en tout cas, de notre manière de penser que je vais insister en essayant d'exemplifier un petit peu mon propos, puisque j'ai passé 25 ans à faire de la recherche, disons, académique et contractuelle au sens, comment dire, pragmatique, c'est-à-dire sur le terrain de Tchernobyl pendant 15 ans, le terrain de Fukushima ensuite, pour parler des catastrophes nucléaires, mais aussi aux côtés des paysans de la Confédération paysanne dans la recherche d'un développement, disons, alternatif à ce qu'on peut appeler littéralement la catastrophe du productivisme agricole. Et puis aussi quelques missions à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Je dis ça parce que je pense que dans la salle, il y a de nombreuses personnes qui sont liées au domaine de la santé. Je travaille aussi depuis 15 ans, depuis la naissance de l'association OCRIGEN, le comité de recherche et d'information indépendante, avec un S, sur le génie génétique avec Corinne Lepage, Christian Vélo et Gilles-Éric Serralini. Et donc toutes ces expériences qui ont en fait un fond commun, c'est la question de la technique, la question du projet moderne, toutes ces expériences ont suscité donc un certain nombre de réflexions dont je vais vous faire part, qui m'ont conduit à travailler d'abord dans les années 90. J'ai dirigé une équipe de recherche à Caen qui s'appelait le LASAR, le laboratoire d'analyse sociologique et anthropologique. Je vais revenir sur le sens de ce mot auquel je tiens beaucoup, des risques. Équipe qui existe toujours d'ailleurs sous l'appellation CEREV à l'université de Caen. Et je suis passé donc d'une réflexion sur les risques à une réflexion sur la catastrophe, notamment aux côtés de Jean-Pierre Dupuy, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Je ne sais pas si vous connaissez ce polytechnicien philosophe, et d'ailleurs je disais à Léo que je l'ai rencontré pour la première fois il y a 15 ans en haut de la rue de la montagne Sainte-Geneviève dans un petit café. Je l'avais invité à une école d'été de Tchernobyl et je lui ai renversé mon verre de vin sur les pieds en guise de reconnaissance. Et puis ensuite, nos destins se sont scellés pour pas mal d'années. Donc je vais revenir sur sa conception du catastrophisme, parce que je pense qu'il y a quelque chose là à en tirer. Et nous avons aussi, avec Jean-Pierre, deux maîtres anciens, on va dire, en commun. Günther Anders, qui fut le premier mari d'Hannah Arendt et qui peut-être un des plus grands penseurs des sociétés productivistes, je vais dire, des Trente Glorieuses, de l'après-bombe atomique et de l'après-guerre mondiale, et Hans Jonas, qui a été, comme vous le savez, donc un des philosophes qui a tenté au moins de fonder une nouvelle éthique pour les sociétés technoscientifiques dans les années 70, avec le principe responsabilité. Donc je ne parlerai pas directement de bioéthique, même si j'y ferai un peu référence, et pas beaucoup de générations futures, parce que je ne me risque pas sur ce terrain, je le trouve beaucoup trop problématique et beaucoup trop complexe. La question étant de savoir tout autant quel type d'humanité va préserver un environnement
disons, habitable, ce que Augustin Berg appelle l'écoumène, hein, un monde habitable pour des humanités futures, peut-être plus qu'une humanité d'ailleurs, au sens où je l'ai rappelé tout à l'heure, il existe des conceptions de l'humanité de l'homme, mais la question aussi c'est de savoir à quel type d'humanité allons-nous léguer la Terre ou ce que nous croyons posséder. Est-ce que ce sont des lémuriens, des robots ou des néo-nazis? Voilà, la question est entière et elle est dialectique, elle est complexe. Et elle est complexe et dialectique au sens où nous sommes effectivement responsables et en charge aujourd'hui de fabriquer l'humanité future, ce que j'essaie de faire à l'université avec mes modestes moyens dans mes salles de classe, parce que je pense que la culture, qui a à voir avec l'agriculture, hein, c'est-à-dire cultiver, conserver et transmettre, le métier de paysan et le métier au fond d'enseignant sont d'une certaine manière les mêmes métiers. Alors maintenant, j'avais lancé une proposition que j'ai écrite en 3 minutes hein, à Léo Coutellet quand il m'a invité, qui commençait par en gros la phrase suivante, et je vais la reprendre: que nous sortions ou pas de l'âge des fossiles, le monde ne sera plus le même dans 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, donc nous sommes dans des sociétés, Léo a rappelé le terme ce matin, thermo-industrielles, hein, formulation qu'on doit à Jacques Grünewald et à Alain Gras, thermo-industrielle, c'est-à-dire qu'au fond, à la fin de la Renaissance, on a fait, et surtout à partir de l'invention de la machine à vapeur, le choix du feu, et on a mobilisé donc la capacité de l'énergie thermique pour produire du mouvement, proto-industrie, puis avec le charbon et le pétrole en particulier, on va donc produire une sorte de grande accélération dans l'intensification des facteurs de production. Et très vite, d'ailleurs, les facteurs qui ont dominé le travail humain, le travail animal, hein, pendant des siècles, vont être complètement surpassés par la puissance du feu. Et ce feu va, d'une certaine manière, dévorer, consommer le monde. Je dis le feu parce que c'est aussi l'industrie pétrolière, les plastiques, les plastifiants, les pesticides, tout ça, c'est l'industrie du pétrole. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc ce choix qui a été fait par l'Occident, encore une fois, à un moment donné précis de l'histoire et dans un lieu précis de notre monde, a eu des conséquences et a et aura des conséquences absolument incommensurables pour les humanités futures, pour jusque dans plus de 10 000 ans maintenant, puisque le processus est engagé. Donc de ce point de vue, il est déjà trop tard pour essayer de rattraper quoi que ce soit. Je vais y revenir. Maintenant, considérez donc que le monde ne sera plus le même. Si nous sortons des fossiles, nous allons vers une société de décélération. Pour le rappeler rapidement, en matière d'économie, la croissance, c'est l'énergie. Ça, c'est un acquis aussi de l'écologie scientifique. Si vous voulez du PIB, il faut injecter de l'énergie. Et l'énergie disponible, accessible, donc la ressource, hein, la ressource et même la réserve d'énergie disponible, facilement accessible, stockable, à bas prix, etc., c'était le pétrole. Il en reste, hein, du pétrole, il en reste à peu près autant que nous les avons consommés. Nous avons consommé en gros depuis 1900 à 2000 la moitié des réserves et nous avons encore autant à consommer. Mais si vous voyez un peu la courbe de Gauss, hein, le dos du dromadaire, nous avons une demande qui continue aujourd'hui d'augmenter de manière linéaire et des ressources disponibles, accessibles à bon marché qui vont diminuer. Raison pour laquelle nous sommes obligés d'aller chercher des schistes bitumineux et autres pétroles de grande profondeur, avec tous les risques que ça comporte, comme l'expérience de la plateforme de British Petroleum dans le golfe du Mexique nous l'a rappelé. Et donc voilà, c'est une problématique assez radicale. Le monde, je pense aujourd'hui, n'est pas prêt de sortir des énergies carbonées, hélas. Donc l'alternative, si nous sortons pas ou nous sortons trop tard du carbone, c'est le climat qui va nous rattraper. Le climat va nous rattraper. Alors un changement climatique, on l'a dit tout à l'heure, hein, on estimait déjà avec les premiers travaux du GIEC que 2 degrés, c'était vraiment un seuil à ne pas dépasser absolument énorme. Aujourd'hui, en tenant compte des accords de Paris, on est à 3,5 degrés.
3,5 degrés, ça fait 7-8 degrés au pôle. Ça veut dire que dans 20 ans, il n'y a plus de banquise au pôle Nord. Donc les Américains, les Russes, tout le monde est en train de se perdre en conjecture pour savoir comment on va traverser cet océan et installer encore des hubs, vous voyez, pour accélérer encore le trafic, etc. Enfin, l'usinage du monde est absolument sans aucune limite. Simplement, pendant ce temps-là, effectivement, des processus sont engagés assez dramatique, la perte de la biodiversité. Donc nous vivons effectivement, et c'est là-dessus qu'ont travaillé mes collègues biologistes, la 6e grande extinction des espèces. La différence, c'est qu'elle va 1000 fois plus vite, elle est 1000 fois plus rapide que les précédentes. Donc nous ne savons absolument pas où nous allons de ce point de vue. J'ai travaillé avec les forestiers de l'Eure, par exemple, du département de l'Eure, qui m'ont dit, aujourd'hui, on conseille de planter du Douglas à nos propriétaires fonciers, parce que dans moins de 100 ans, 80% des espèces d'arbres vivants autour de nous ne sont plus là. Pour vous donner un ordre d'idée, 3,5 degrés, ça veut dire des canicules dans le sud de la France, des durées donc, de canicules à plus de 40 degrés. Donc on avoisinera normalement les 50 degrés, selon les travaux du GIEC, encore une fois. 50 degrés, ça veut dire que là aussi, on rentre dans une logique de survie, mais on peut survivre à 50 degrés, puisqu'aujourd'hui, dans le golfe Persique, on a déjà ces températures, ou en Afrique, ou en Asie du Sud-Est. Par contre, dans d'autres régions du monde qui sont à 50 aujourd'hui, que je viens de citer, on atteindra 70 degrés. Et 70 degrés, on ne peut plus survivre. Ça veut dire qu'on attend entre 1 milliard et 1,5 milliard de migrants climatiques. Et même si ces périodes ne durent que quelques semaines ou quelques mois par an, les territoires qui sont suffisamment d'ailleurs vastes pour ne pas être, équipés de dômes climatiques ou je ne sais quoi, ce sont des régions entières du monde, eh bien on va devoir affronter ce genre de questions avec la question que je viens d'évoquer, des migrations climatiques de masse qui ne seront pas des centaines de milliers, mais des centaines de millions ou des milliards de personnes. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ont travaillé les Américains dès les années 90, le rapport sur le changement climatique, rapport secret sur le changement climatique de 1995, publié chez Alia à la même époque, était un rapport géostratégique. Ce qui intéressait les Américains, ce n'était pas de savoir au fond comment allait évoluer le climat, mais qu'est-ce que ça allait provoquer comme migration à l'échelle planétaire. On peut aussi penser que le nord de l'Europe va connaître un climat qui pourrait se rapprocher de celui de l'Amérique du Nord-Est, avec des vortex polaires, avec, vous savez, un effet ralenti du Gulf Stream, donc moins d'amortissement, moins de protection, et donc des effets extrêmes qui feraient d'ailleurs que les populations du grand nord de l'Europe, j'entends les Scandinaves, etc., pourraient être amenées même à descendre. Bon, il y a 20 000 ans, quand la grande révolution agricole a commencé, le dégel, on avait 1 mètre de glace sur l'Écosse, 1 kilomètre de glace, pardon, et la banquise s'arrêtait quasiment au niveau de la Manche. Donc voilà, c'est... Alors, je le disais tout à l'heure, on a des échelles de temps, donc et travailler sur le nucléaire, par exemple, qui sont incommensurables avec la temporalité du quotidien, y compris celle des générations telles que nous les concevons. Nous avons des enfants, éventuellement des petits-enfants, etc. Donc notre temps générationnel est complètement obsolète à l'égard du temps des processus qui sont engagés ici. Le changement climatique, je vous l'ai dit, c'est plus de 10 000 ans, assurément, si on arrêtait même de dépenser le moindre gramme de carbone, de rejeter du carbone dans l'atmosphère demain matin. Dans un autre registre, les pollutions environnementales. Bon, j'ai travaillé sur le nucléaire, vous voyez où je veux en venir. La durée de vie des polluants principaux des zones contaminées, c'est en siècles que ça se compte, césium 137, strontium 90, le plutonium c'est en millions d'années, et pour vous donner un ordre d'idée, l'ASCO c'était il y a 25 000 ans, vous voyez, c'est tout ce qui s'est produit depuis, donc là aussi on est jeté hors de nos capacités de représentation. Alors, moi ce qui me paraît au fond important, bon, c'est de revenir sur... Alors, je vais vous en dire un mot. D'abord, qualifier la nature des changements en cours. Donc là, j'ai lancé quelques pistes comme ça, de manière très impressionniste. Voilà, mais on a mis un mot aujourd'hui sur ce grand changement, ou plutôt deux. Le terme d'anthropocène qui désigne la tentative de faire reconnaître, d'un point de vue académique, on pourrait dire, l'époque géologique dans laquelle nous entrons, ou les forces, on pourrait dire, de la nature, puisque nous ne faisons jamais que transformer au fond les potentialités de la nature.
on pourrait dire qu'une zone contaminée, c'est aussi d'une certaine manière un environnement naturel anthropisé qui se retourne contre l'homme. Donc là, nous avons déchaîné des puissances, à la fois les mouvements de l'atmosphère, mais aussi la présence de ce qu'on appelle des technofossiles, par exemple, dans l'environnement, qui outrepassent donc les forces géologiques, on pourrait dire la physis, ce qui se débrouille sans nous depuis des millions d'années, et qui continuera d'ailleurs de vrai, mais les forces productives, le travail humain, de l'Occident d'ailleurs, même d'une petite partie de l'humanité, a été à ce point amplifié que nous sommes en mesure au moins de nous poser cette question aujourd'hui. N'avons-nous pas surpassé les capacités de la nature à produire et à influencer les grandes transformations et les grands changements? Et avec le climat, en tout cas, cette question mérite vraiment d'être posée. Mais on pourrait dire dans un autre registre, il n'y a pas 1 centimètre carré de la surface terrestre, des fourches abyssales au sommet des grandes montagnes qui ne soient pas anthropisées, c'est-à-dire sur lequel on ne puisse pas repérer la trace de polluants organiques, de contamination nucléaire, puisque celles-ci sont faciles à repérer. Et quand nous avons au CRIGEN, comme l'a rappelé Émilie Gaillard, proposé à des parlementaires européens d'évaluer, enfin de faire expertiser analyser leur sang, c'est en moyenne 300 polluants que l'on arrive à tracer sur 80 000 substances qui existent aujourd'hui, 80 000 substances qui, pour le dire rapidement, n'existaient pas avant la Seconde Guerre mondiale et ont été jetées dans l'environnement, encore une fois, dans toute cette grande industrie chimique, alors dans tous les domaines, ça va évidemment des médicaments aux pesticides, en passant par les polluants. Alors le problème des perturbateurs endocriniens soulevé depuis quelques années en Europe et dans le monde révèle effectivement la potentialité polluante des plastiques, des plastifiants, des retardateurs de flammes, des vernis, des peintures, des vêtements même que nous portons. Quand on achète un vêtement en coton, on a aussi, comme dans la cigarette, comme des passagers clandestins par centaines, c'est-à-dire des produits qui sont destinés à faciliter la tenue d'une couleur ou à que sais-je encore. Enfin, voilà. Et tous ces produits ne sont absolument pas, analysés quant à leur capacité à produire des nuisances sur l'organisme. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Alors, Will Stephen a donné à cette période que j'ai qualifiée là, depuis la Seconde Guerre mondiale le terme de grande accélération, c'est-à-dire quand j'ai dit tout à l'heure, nous avons jeté dans l'environnement 80 000 substances qui n'existaient pas auparavant, ça veut dire que tous les gens qui ont, c'était la génération de mes parents, qui sont nés avant la Seconde Guerre mondiale, ont consommé pendant des décennies des produits, on pourrait dire, quasiment biologiques. En revanche, dès qu'on a introduit les pesticides, là c'était plutôt dans les années 70 et surtout dans les années 80, on a complètement bouleversé la face du monde, de manière totalement silencieuse, de manière, j'aime bien le terme emprunté à Ulrich Beck, de passager clandestin, c'est-à-dire qu'on a changé le monde, mais il n'a pas changé pour autant de visage. C'est ce qu'on constate dans les zones contaminées de Tchernobyl. Il n'y a rien qui ressemble plus à une zone contaminée qu'une zone propre, simplement. Ce monde a complètement changé, mais il a changé de manière subreptice, de manière tout à fait invisible, inodore et sans saveur. Alors maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à voir... Ah non, alors là, il est certain que vous ne voyez rien du tout. C'est pas grave, j'ai une botte secrète, j'ai le même tableau. Voilà, contrasté autrement. Ce tableau de la grande accélération, c'est celui de l'Anthropocène. Il se présente souvent d'ailleurs sous la forme de deux séries de graphes. Voilà, ce sont des indicateurs. Alors je ne vais pas les détailler forcément tous, mais enfin en gros ce sont ici les indicateurs des tendances, on pourrait dire écologiques ou terrestres. Donc vous avez différents taux. Alors si je regarde un peu dans le détail, dioxyde de carbone en haut à gauche, le méthane à droite. Donc ça c'est la composition de l'atmosphère. Vous voyez toutes ces courbes, en tout cas, elles nous disent quelque chose. Elles sont, on appelle ça en crosse de hockey. C'est plus l'effet esthétique que je recherche ici, et c'est l'intérêt. Si vous prenez ces indicateurs indépendamment les uns des autres, j'allais dire, c'est un petit peu comme dans un avion où, vous voyez, vous avez une donnée qui diffère des autres, on va dire, c'est pas grave, je vais remettre un peu de liquide, etc. Quand vous avez tous les indicateurs dans le rouge, voilà, il vaut mieux sortir le parachute ou appuyer sur le frein, je ne sais pas. Voilà, trouver en tout cas une solution de secours. Et là, ce sont les indicateurs terrestres, vous voyez, depuis... en gros, les années 1700, enfin depuis l'invention de la machine à vapeur.
hein. Donc vous avez quasiment toutes des courbes, soit qui n'existent pas pour des données qui étaient inexistantes avant l'invention des machines du pétrole, soit qui étaient en asymptote horizontale, hein, vous voyez, et qui d'un seul coup vont se mettre à s'infléchir et à monter. Alors là, vous voyez, c'est quand même très inquiétant. Pour la plupart des courbes, à partir des années 2000, on est vraiment sur une asymptote verticale et ça continue de grimper. Autre tendance ici, les tendances socio-économiques, la population mondiale tout en haut à gauche, problème qui a été déjà soulevé, hein. Les investissements étrangers, enfin bon, population urbaine, les consommations d'énergie primaire, deuxième ligne au milieu, etc., etc. Vous voyez, toutes ces courbes qui sont toutes intéressantes d'ailleurs, hein, indépendamment les unes des autres, mais si on les prend ensemble, donc sous la forme d'un tableau de bord, hein, ce qu'on appelle un tableau de bord d'indicateurs, elles nous donnent une vision de quoi? Bien d'une catastrophe imminente. Une catastrophe au sens étymologique, hein, c'est-à-dire au fond une rupture. Hein, le catastrophisme, c'est la pensée dialectique de la rupture, alors qu'on pense aujourd'hui encore en continuité, en tendance, en prolongement de tendance. Alors il y a un travail très important qui a été cité tout à l'heure, et j'y reviens avec grand plaisir, c'est les travaux du Club de Rome, hein, donc c'est les travaux conduits dans les années 70, même à la fin des années 60, sous la houlette de l'économiste Denis Meadows. Ce sont les premiers grands travaux qui sont liés à la mise à disposition, on va dire, des premiers grands calculateurs au MIT, hein, à Boston, les premiers grands ordinateurs IBM qui ont permis de faire de la modélisation à grande échelle. Et donc, le travail du Club de Rome a été un travail on va dire, de bilan écologique, hein, de 30 années de développement, fin des années 60, publié, donc, Limit of Growth, hein, halte à la croissance en français, un rapport qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre depuis, et qui a toujours d'ailleurs actualisé, mais qui avait ce mérite, enfin aujourd'hui, rétrospectivement, on peut dire que c'est peut-être le seul modèle économique qui a résisté à 40 années de mise à l'épreuve des faits. Et la preuve en est, vous voyez, c'est... donc ici, vous avez l'an 2000. Donc ce graphe date d'il y a quelques années, vous avez compris. Le rapport est produit en 69, hein, donc en 70 ici. Les tendances observées étaient celles-ci. Et voilà ce que prévoyait le rapport Meadows. Donc les prévisions réalisées, constatées en 2000 à partir de 70, ici, en noir, enfin en foncé. Et vous voyez, ce qui est intéressant, évidemment, c'est la suite. Ce sont les prévisions, puisqu'on peut encore considérer, encore une fois, que ce modèle est peut-être celui qui s'est avéré pour l'instant le plus fiable. C'est ce qu'il nous dit de ce qui va se produire au XXIe siècle, ce qui est juste devant nous. Hein, c'est demain matin, c'est-à-dire, au fond, un infléchissement des courbes. Alors les courbes, ce sont évidemment la plus importante, peut-être, c'est la population mondiale, hein, dont le nombre va décroître suite à l'infléchissement d'un ensemble de courbes qui parlent de quoi? De la disponibilité de la ressource par tête, puisqu'on parle depuis ce matin d'effondrement de la biodiversité et encore une fois de nécessité de sortir du modèle énergétique qui booste la croissance de manière totalement artificielle, vous l'avez compris, puisque nous avons allumé une bombe à retardement et les effets de la croissance des Trente Glorieuses, ou les bénéfices que nous avons cru pouvoir en tirer, ne sont que la conséquence reportée à demain, mais encore une fois, peut-être demain matin, de tout ce que nous avons pris pour acquis. On parlait tout à l'heure aussi du nucléaire. Le nucléaire, c'est de la même manière 300 milliards d'investissements dans le démantèlement qu'il va falloir payer pendant que ces usines ne produiront plus. Hein. Donc nous avons consommé la belle part, si vous voulez, enfin si tant est qu'on n'ait pas eu d'accident en France, mais maintenant, voilà, nous avons à voir les effets qui étaient parfaitement calculés et prévisibles, hein, mais dont on n'a pas parlé. Et ça, il va falloir évidemment le reporter. C'est pas sur les générations futures, c'est sur celles qui arrivent, là, qui va devoir payer très très cher ces choix technologiques complètement délirants. Alors voilà maintenant ce que nous dit le rapport Meadows. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, on est dans une problématique non plus de la continuité de la croissance linéaire ou de quelque chose qui pourrait y ressembler, mais plutôt une rupture. Alors, c'est quoi, au fond, un modèle catastrophiste? C'est l'idée de pouvoir penser des effets continus, hein, par exemple,
le productivisme qui continue à extraire de la matière, à jeter du carbone dans l'atmosphère de manière continue. Tous ces effets continus peuvent avoir des conséquences discontinues. C'est vrai dans le biologique, bon, pas le temps d'y revenir, mais quand vous avez une atteinte portée à la fertilité, aujourd'hui on a perdu à peu près 50% de la fertilité humaine, je pense que vous le savez, les travaux de Pierre Joannet, Shanna Swan, enfin ça a été d'ailleurs un grand sujet de controverse, mais aujourd'hui ça y est, on peut assurer. On a perdu 50% de la spermatogénèse, de la fertilité, surtout de la fécondité masculine. Et donc, cette question est des plus cruciales, puisqu'elle fait partie des conditions de possibilité qui permettraient de penser une sorte d'extinction de l'humanité. C'est-à-dire, si cette tendance se poursuit encore pendant des dizaines d'années, à partir de quand la reproduction ne sera plus vraiment possible ? Aujourd'hui, elle est devenue difficile pour les gens de toute une génération qui se battent pour avoir des enfants ou vont de manque du sperme en fécondation in vitro, mais il est évident que cette progression continue de l'effondrement de la fécondité peut avoir à un moment donné un effet discontinu, c'est-à-dire une rupture. Et on constatera aussi la même chose, ce que disent les agronomes comme les bourguignons, dans les sols, c'est-à-dire que l'appauvrissement de la biodiversité, alors dans certains pays, dans certaines régions, c'est devenu absolument dramatique. En Hollande, par exemple, on pourrait dire permettre encore, un tant soit peu, de reproduction du vivant, mais il y a peut-être un moment donné où ça va ne plus être possible. Donc c'est en ce sens que je voulais signifier qu'il fallait peut-être changer de modèle d'appréhension de ce qui arrive. Alors, quel a été le modèle dominant depuis les années 70, on va dire, depuis que ces effets de la crise écologique se sont fait sentir et ont été d'une certaine manière diagnostiqués? Le modèle qui va émerger dans les années 80, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai nommé mon laboratoire, c'est un modèle qui est lié à la pensée dominante de notre société. La pensée calculante, c'est le modèle du risque. C'est-à-dire qu'on a commencé à lancer des expertises. Alors, tout ça est lié à l'histoire de notre société. Ce modèle du risque est un peu ancien. Alors c'est marrant, le concept de risque, étymologiquement, semblerait que risico veuille dire l'écueil, ce qui menace de couper la coque des navires. Et donc le risque, au départ, chez les Grecs, c'est plutôt la menace. Enfin, c'est le danger, vous voyez, c'est le rocher qu'il faut éviter, et à charge, on va dire, du marin, du bon marin ou du bon chef d'entreprise de savoir naviguer entre les écueils pour éviter les dangers. Dans les années 80, d'ailleurs, on a un ouvrage sociologique extrêmement important qui porte le nom de Société du risque. La Société du risque, Ulrich Beck, essaie de montrer que la distribution des risques potentiels, c'est-à-dire de l'idée que quelque chose puisse advenir ou puisse se produire, un risque, au fond, c'est une probabilité, ou plus exactement, pour le définir comme les assureurs, c'est le produit de l'aléa, donc un pourcentage de chance que quelque chose arrive, par la vulnérabilité, c'est-à-dire ce qui va être affecté, ce qui va être perdu. Et ce à quoi on attribue évidemment une valeur marchande. On a pointé tout à l'heure les limites de qu'est-ce que coûte la disparition d'une espèce ou la disparition du monde habitable. Là, on bute sur les limites de l'économie, évidemment, financière, mais toujours est-il que ce modèle va devenir extrêmement dominant, à tel point qu'il va s'appliquer à toutes sortes de choses. Les risques, alors la santé est évidemment un domaine où le risque a complètement, j'allais dire, dévoré, pris toute la place, jusqu'aujourd'hui. L'idée d'une médecine prédictive basée sur des analyses génétiques, etc. Enfin, cette espèce d'obsession de calcul des risques, c'est-à-dire d'essayer de définir par la statistique ce qui pourrait arriver. Alors ça a marché un certain temps dans le domaine de l'entreprise et ça a fait naître une société dite assurantielle. C'est tout le travail qu'a fait notamment François Ewald sur la constitution de ce qu'il appelle l'État-providence. Mais l'État-providence, il fonctionne sur l'idée de l'accident industriel classique, c'est-à-dire l'accident, le coup de grisou dans la mine. Voilà, on répare, si tant est qu'on puisse réparer la disparition d'un père de famille, mais on va compenser la perte par une prime et on va constituer comme ça, sur le modèle assurantiel, vous le connaissez puisqu'il fonctionne pour chacun de nous, que ce soit les caisses de retraite, les mutuelles ou le régime d'assurance générale. Ça a fonctionné, mais quand on arrive à quelque chose
d'irréparable. Je pense aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur lesquelles j'ai travaillé. Le nucléaire, par exemple, est typiquement un domaine qui échappe à toute logique assurantielle. D'ailleurs, aucune compagnie d'assurance n'assure le nucléaire. J'espère que vous le savez, hein, il n'y a rien de prévu. L'assurance, c'est nous. L'assurance, voilà, c'est-à-dire quand une catastrophe se produit, c'est la société qui absorbe le choc et qui doit se débrouiller avec. Sachant qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de solution. Hein, on ne va pas déménager une zone, bon, c'est ce que j'ai appris à Tchernobyl, une zone contaminée grande comme un quart de la France. Hein, c'est 8 millions de personnes qui vivent dans des zones contaminées. Ou au Japon, il n'y a pas d'île de rechange. Vous voyez, on est devant quelque chose d'irréparable et d'irréversible. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette constatation que Jonas se dit dans les années 70, il faut refonder une éthique qui soit à la mesure de ces enjeux qui sont incommensurables avec ce que pouvaient produire comme effet dans la durée et sur la nature ou sur l'environnement les générations qui nous ont précédés. Je vais aller un peu plus loin. Je ne sais pas, il faudrait que je contrôle le temps. Hein, vous voyez, on est toujours pris par le... Je vais prendre 3 exemples liés au nucléaire qui vont peut-être vous donner à penser que le calcul des risques est peut-être non seulement la plus mauvaise solution, mais le plus puissant moteur de fabrication des catastrophes. Quand on a créé le parc, donc dans les années 70, hein, la première génération de centrales pour l'électrification de la France, pour effectivement, vous connaissez le discours, l'autonomie énergétique de la France, on a produit des installations nucléaires de base qui ne sont pas prévues pour résister à la chute d'un avion, d'un gros porteur. C'est un choix qui a été fait sciemment. Cette question, elle est récurrente, et surtout après le 11 septembre, voilà, on est revenu en permanence sur cette idée que nous vivons avec une épée de Damoclès, c'est-à-dire toutes nos installations nucléaires sont à la merci de la chute d'un avion de ligne, ce qui effectivement produirait peu ou prou un Tchernobyl ou un Fukushima, et en particulier d'ailleurs les piscines dans lesquelles on stocke les combustibles. Hein. On a 80 cœurs de centrales nucléaires en Normandie, pour une part à La Hague, qui sont stockés dans des bassins et donc qui sont recouverts, un peu comme une piscine municipale. Vous voyez, j'ai visité ces installations. Ce sont des hangars en tôle qui n'ont rien d'autre qu'une tôle pour les protéger, puisque alors, pourquoi n'a-t-on pas prévu, alors évidemment ça aurait coûté les yeux de la tête, hein, mais prévu de dispositifs pour prévenir la chute d'un avion de ligne. Eh bien parce que les centrales ne sont pas construites sous les couloirs de ligne aérienne, et que par conséquent la chute d'un avion, alors erratique, hein, pas précipité par des individus, a été estimée à moins d'une chance sur 1 million. Moins d'une chance sur 1 million, statistiquement, c'est égal à 0. Ce qui est une erreur absolument fondamentale, hein, du point de vue mathématique, mais on a mobilisé ces équations de Rasmussen, etc., et on arrive à cette solution qui intéresse le pouvoir, ça coûte moins cher. On évacue au nom du calcul des risques, vous voyez, l'hypothèse d'un accident nucléaire. Quand on a créé les centrales, les Américains un petit peu avant nous, dans les années 60, on évaluait à un accident pour le parc complet, un accident tous les 25 000 ans. Voilà, on arrivait à ça, c'est-à-dire l'hypothèse même d'un accident, puisqu'on savait qu'on avait quelques siècles tout au plus de combustible, l'accident était normalement quasiment statistiquement impossible. On a un accident tous les 25 ans. Tcheliabinsk en 57, Three Mile Island à la fin des années 70, Tchernobyl 86, Fukushima. Vous voyez, on a un accident tous les 25 ans. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Alors je vais revenir tout à l'heure avec Paul Virilio sur la manière dont on peut penser autrement le rapport au danger. Je prends encore 2 exemples nucléaires. La centrale des Blayais, vous vous souvenez de la tempête, des 2 grosses tempêtes de 99 et 2000. En 2000, on a une centrale qui est en péril dans la région du Blayais, c'est au cœur de l'estuaire de la Gironde, hein, près de Bordeaux, en plein milieu d'ailleurs du vignoble du Bordelais. Et cette centrale a été inondée, enfin la salle des pompes, vous savez, qui permet de maintenir le système de refroidissement essentiel, indispensable au fonctionnement de la centrale en marche. Cette salle compte 4 machines, 3 sont inondées, enfin, et sont HS. Il n'y a plus qu'une pompe qui fonctionne. Tout ça a été évidemment, comment dire, rendu public par la suite. Pourquoi 4 pompes ? Parce qu'on avait calculé que
la possibilité ou le pourcentage de chance qu'une pompe avait de tomber en panne était de temps, et en multipliant par 4, on a un effet exponentiel, on arrive à moins d'une chance sur 1 million, encore une fois, et donc c'était suffisant. Manque de bol, il y avait une grande marée, et puis la Gironde avait été sortie de son lit parce qu'on avait une tempête exceptionnelle qui elle-même d'ailleurs peut être liée à des effets du changement climatique. Vous voyez, c'est ça. Autre exemple, Fukushima, la centrale était d'une certaine manière préparée à recevoir un tsunami, puisque c'est quand même des questions qui sont posées au Japon sur cette côte depuis longtemps, mais la digue faisait 6 mètres et quelques, et la vague 11 mètres. C'est-à-dire qu'on avait pris en compte des événements comme on fait en montagne quand on construit, crues décennales, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas remonté assez loin dans le passé. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe autour de Fukushima, un petit peu plus loin sur les hauteurs, des stèles laissées par les anciens qui attestent de l'existence de tsunamis de plus de 20 mètres et qui disent ne pas construire sous cette zone, etc. Donc on n'a pas tenu compte de ces messages, vous voyez, de précaution, de précaution, oui, tenus à notre égard par les générations passées. Donc notre cécité, elle est double. C'est l'incapacité à regarder en arrière et à prendre en compte la mémoire des anciens et, d'une certaine manière, à ne pas prendre en compte non plus la possibilité d'envisager des générations futures, surtout avec le nucléaire. Bon, voilà, j'ai pris ces 3 exemples à dessein. On pourrait les multiplier à l'infini. Je pense que le calcul des risques nous déresponsabilise, il désubstantialise le danger et il en fait une abstraction, vous voyez, mathématique, une occurrence, une hypothèse parmi d'autres, c'est-à-dire, comme on dit en Normandie, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, l'accident nucléaire pourrait se produire. Or, je pense qu'on peut voir les choses autrement, et c'est de ça que je voulais vous parler. Le premier auteur sur lequel je vais m'appuyer rapidement, c'est Paul Virilio, qui est sociologue, philosophe, architecte, urbaniste, un enfant de la guerre, qui est né dans les ruines de Nantes et qui a passé sa vie à réfléchir alors sur les questions techniques, entre autres, mais qui, à partir des années 80, a réfléchi beaucoup sur l'idée de catastrophe. Et Virilio écrivait ceci dans un texte intitulé « Ce qui arrive », puisqu'il essaie de penser ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est ce qui nous arrive, puisque nous fabriquons aujourd'hui, pour l'essentiel, ce qui arrive. C'est ça que veut dire aussi l'Anthropocène. Il disait ceci: quand on innove le navire, on innove le naufrage. Quand on innove l'automobile, on innove le carambolage. Quand on innove l'avion, on innove le crash aérien, etc. Ce qui veut dire que quand on invente la centrale nucléaire, vous voyez, d'une certaine manière, le négatif est contenu dans le projet. J'aime beaucoup cette idée. Il parle d'accident de la substance. Il fait retour sur la substance, et je pense que un cœur de réacteur, vous voyez, avec 80 tonnes de produits fissiles, de plutonium, c'est d'abord un danger et une menace avant d'être un risque calculable. Et si on resubstantialisait d'une certaine manière notre rapport au monde, alors ça peut être le cas dans l'étude des risques ou dans l'économie, on aurait une autre vision des choses, c'est-à-dire beaucoup plus concrète. Je pense qu'il faut prendre en compte la potentialité effective des dangers, quels qu'ils soient, ce que font les anciens, et ce que font même les enfants, plutôt que de se perdre en conjectures, en hypothèses de calcul de risque qui, de toute façon, d'une certaine manière, finissent toujours par nous dire que tout ira bien. Vous savez, c'est un peu la métaphore de cet homme qui tombe du toit et qui, à chaque étage, dit jusque-là ça va, jusque-là ça va, jusque-là ça va. C'est un peu ça, quoi. Je veux dire, le discours sur la croissance verte. Bon, je vais passer sur les détails, mais tout le discours du développement durable, c'est pour éviter de regarder ça en face. C'est pour nous dire, voilà, ça va continuer, voilà, vous pouvez dormir tranquille, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions pour l'énergie, pour les transports, pour la mobilité. Je n'ai pas le temps de le développer, mais on est en déplétion non seulement sur l'énergie, je vous en ai parlé, c'est-à-dire l'énergie bon marché, etc., c'est fini, mais les métaux aussi, les métaux critiques. Bon, allez, je vais peut-être trouver un petit... voilà, je vais vous montrer quelque chose quand même. Voilà, vous voyez ça? Ah, pardon, je suis allé un peu loin. Bon. Voilà.
Ça, c'est la table de Mendeleïev, hein, des éléments chimiques. Et donc, vous voyez, en 1980, en haut à gauche, la partie qu'on exploitait dans les métaux. Pour ainsi dire, ce qu'on exploitait depuis l'Antiquité, quoi. Dans les années 90, avec le boom informatique, vous voyez, on va commencer à exploiter d'autres substances. Et puis là, vous voyez, en 2000, on exploite quasiment toute la table. Hein, ces métaux, on en a besoin pour... Alors, c'est le néodyme, c'est le gallium, c'est le lithium. C'est ce qui sert à faire les batteries, entre autres, les aimants, hein, les éoliennes, les bagnoles électriques, etc. Voilà, tous ces métaux sont absolument indispensables à la révolution informatique et à la révolution électrique qu'on nous annonce. Ils ne sont pas plus disponibles que ne le sont les énergies. Enfin, en tout cas, ils sont non renouvelables, assurément. Et on commence à entrer en déplétion. Ça veut dire qu'il y a un divorce entre la demande qui continue d'augmenter et l'offre qui est limitée. Donc chacun va sécuriser, évidemment, c'est commencé les Chinois, les Américains, etc., les approvisionnements pour essayer d'en avoir pour quelques dizaines d'années. La plupart des métaux sont disponibles pour une trentaine d'années. On commence à manquer de cuivre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais on manque à l'échelle planétaire de sable pour la construction. Il y a tout un trafic qui s'organise avec du sable de mer, etc. aujourd'hui, parce qu'on a détruit les plages par la bétonisation, donc on n'a plus de sable disponible. Il y a un très beau documentaire sur Arte. Je dis ça parce que quand je dis ça à mes étudiants, même du sable, vous voyez, quelque chose aussi banal que du sable vient à manquer aujourd'hui de manière industrielle à l'économie internationale. Mais les métaux critiques, c'est fondamental parce que la grande révolution électrique qu'on annonce, elle est déjà compromise. Si 1 milliard de Chinois veulent une voiture électrique, je dis 1 milliard, c'est même un dixième de cela, c'est même pas possible. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas d'alternative à la décroissance. On n'aura pas de quoi alimenter la machine pour remplacer l'extraordinaire, efficacité qualitative et quantitative des énergies fossiles. Bon, ce qui veut dire que derrière, vous imaginez, quand je vous dis poliment, les industriels ou les pays sécurisent leurs approvisionnements, ça veut dire que l'Afrique devient un champ de bataille pour tous ces minerais précieux. Alors en plus, la nature est mal faite, pour une fois, puisque ces minerais sont concentrés à la surface de la croûte terrestre. Plus on descend, plus ils sont dilués, pour des raisons géologiques. Donc vous voyez, c'est pas un scénario très engageant. Tout ça, alors voilà, pour en venir à... Léo, tu me dis combien de temps il me reste? D'accord. Donc voilà, moi je pense qu'il faut sortir évidemment de ce modèle du risque calculable pour entrer dans une autre temporalité. Et cette temporalité, pour appréhender ce qui arrive ou ce qui pourra nous arriver, je trouve a été formulée de manière assez lumineuse. Alors d'abord par les deux maîtres anciens ou les deux fondateurs que j'ai nommés, Günther Anders et Hans Jonas, mais je vais parler plutôt d'un contemporain, plus près de nous, Jean-Pierre Dupuy, qui a essayé d'en faire quelque chose, j'allais dire, de cette pensée. Au sens où, bon, Anders avait très bien compris qu'avec la bombe atomique, on avait inventé, pour la première fois en 1945, les possibilités d'une autodestruction, mais d'une autodestruction qui pouvait ressortir du fait de ne pas forcément vouloir faire le mal absolu, le mal moral, mais que l'humanité, à partir de là, avait les moyens de disparaître, écrit-il, comme on éteindra une lampe. C'est pour ça que j'ai parlé des perturbateurs endocriniens tout à l'heure, parce que cette perspective que la fécondité diminue de 50% depuis 50 ans de manière à peu près linéaire, vous voyez, doit nous donner quand même à penser. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas non plus à la hauteur. Le climat, c'est une autre question. Le problème, c'est que ces questions ne s'annulent pas les unes les autres, elles se superposent, elles s'enrichissent. Le climat, c'est aussi de la biodiversité qui va changer, des nouvelles maladies, des virus, des moustiques, vous le savez, et voilà, tout est lié. Donc tous ces effets vont s'enchaîner les uns aux autres et donc complexifier la situation qui devient totalement imprédictible. Maintenant, la proposition de Jean-Pierre Dupuy prend appui sur, on pourrait dire, la pensée de Jonas dont on a rappelé tout à l'heure le fondement, c'est-à-dire si notre action compromet la survie, je vais prendre un résumé, la survie des générations futures, nous devons donc renoncer à agir. Parce qu'in fine, c'est ce qu'il nous propose, c'est une éthique de la non-action, ce qui est contraire à toute à l'éthique, j'allais dire, entrepreneuriale,
occidental, le discours sur le risque est empreint de cela. L'homme d'affaires, l'entrepreneur, c'est celui qui doit savoir prendre des risques. Eh bien, Jonas nous dit non, il faut être capable de renoncer à agir si notre action, ou si notre agir plutôt, menace les générations futures. Alors il y a un paradoxe dans tout cela, et ce paradoxe a été soulevé par Anders avant Dupuy, c'est qu'au fond, nous savons tout cela. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas informés. Vous voyez, tout ce que je vous raconte là, ces dias, vous les trouvez sur Internet depuis très longtemps, et on pourrait même dire qu'il y a une certaine promotion de cette information autour des enjeux climatiques. À l'époque de la COP21, que n'a-t-on pas dit sur le climat et ses conséquences? Tout était étalé dans la presse, n'importe qui pouvait, comme on lit dans les augures, vous voyez, c'est chronique d'une mort annoncée, c'est-à-dire c'est vraiment la fin de notre civilisation qui est annoncée, qui est étalée dans la presse. Nous savons, et d'une certaine manière, le paradoxe, c'est que dans des sociétés qui se prétendent rationnelles, nous ne mettons pas les moyens. Alors nous, c'est un nous très collectif, qui englobe effectivement les décideurs, les citoyens, mais les citoyens qui sont aussi d'une certaine manière acteurs. Je pense toujours à Al Gore qui projetait son film Une vérité qui dérange, et qui disait c'est le premier film catastrophe dont les victimes et les bourreaux sont dans la salle. Mais voilà, nous sommes tous partie prenante d'une certaine manière de cette affaire, même si, comme dans le cas du nucléaire, certains ont décidé un peu plus que d'autres. Maintenant, l'idée défendue par Anders, c'est de dire nous savons, mais le problème c'est que nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous sommes sidérés, nous sommes dépassés dans notre imaginaire. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. On a parlé du nucléaire, on a parlé, nous avons déclenché des processus dont les grandeurs nous dépassent. Il dit le Vorstellen, ce que nous jetons dans le monde, d'une certaine manière, est plus grand que nous. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre, d'appréhender les effets dans la durée et dans les échelles de temps où ils se produisent de nos réalisations. Voilà. Alors, quand il s'agit évidemment des déchets nucléaires, c'est la question du temps, de leur toxicité aussi, mais le changement climatique, effectivement, c'est notre activité quotidienne qui contribue à, générer ce qu'on appelle une empreinte carbone. Et au fond, on voit bien que ça ne suffit pas, cette information, cette divulgation de la connaissance rationnelle, donc c'est le problème de la science. On n'est pas confisqué, je veux dire, il y a des pressions exercées sur un certain nombre de scientifiques et de contre-experts, mais néanmoins, le GIEC arrive à diffuser, vous voyez, et si nous étions réellement rationnels, le simple fait de savoir tout cela devrait immédiatement nous jeter dans la rue ou ailleurs, enfin en tout cas nous inciter à tout affaire cessante, à prendre une autre direction, et rien ne se produit. Et Dupuy se dit au fond, comment pourrait-on rendre la catastrophe crédible? Et le paradoxe de la catastrophe, c'est qu'il faut attendre qu'elle se soit réalisée pour qu'on considère qu'elle est, qu'elle a eu lieu, qu'elle est envisageable. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre, évidemment, la catastrophe, puisque c'est d'une certaine manière maintenant la fin. Il faudrait trouver un subterfuge, au fond une ruse qui permette de la rendre crédible. Et donc c'est là qu'il nous propose, je vais le décrire de manière assez rapide, de reconsidérer le statut ontologique de l'événement. Le risque, c'est un événement, encore une fois, potentiellement réalisable, contingent, disons, qui peut ou ne pas avoir lieu. Il dit maintenant, voilà, le climat, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler de tout ça, les perturbateurs endocriniens, l'érosion de la biodiversité, ce sont des processus qui nous donnent d'une certaine manière des rendez-vous avec l'avenir. Il faut donner à ces événements un statut ontologique, les inscrire, on pourrait dire, comme une nouvelle figure du destin. Le catastrophisme a existé dans différents types de cultures, donc ce ne sont plus des possibilités ou des occurrences qui pourront ou non se réaliser, ce sont des figures du destin vers lesquelles nous allons d'une certaine manière. C'est ce que Anders appelle aussi la pente, la pente prométhéenne. Maintenant, la ruse de Jean-Pierre Dupuy, c'est de rendre la catastrophe suffisamment crédible et repoussante pour que nous puissions la prendre au sérieux
et encore une fois, la considérer comme une ontologie avec laquelle nous avons rendez-vous pour pouvoir l'éviter. C'est-à-dire produire non plus un temps linéaire avec une arborescence de causalité, c'est comme ça que nous voyons le temps aujourd'hui, c'est-à-dire des choix qui s'opèrent à partir de bifurcations, comme on envisage aussi la technologie. À tel endroit, on peut choisir le pétrole ou pas, etc., etc. Et puis, on a un avenir comme ça, ouvert. Là, au contraire, on établirait une sorte de boucle rétroactive. Il n'y a plus de présent. Enfin, le présent, plutôt, c'est le temps de la responsabilité, mais il y a une boucle rétroactive permanente entre le présent qui est un futur passé. Ce que nous décidons aujourd'hui, c'est le passé de demain. Vous êtes d'accord, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc ce futur passé et l'avenir sont en boucle permanente et doivent d'une certaine manière, s'auto-entretenir. C'est-à-dire la perspective de la catastrophe comme destin doit interagir, mais de manière continue, sur le présent pour que nous fassions, d'une certaine manière, les choix qui s'imposent. Voilà, je n'ai pas eu le temps de développer outre mesure, mais je pense que la question qu'il a soulevée, la question de la conception du temps, la conception de la temporalité, influence, détermine même les modèles de responsabilité. Et que cette vision... Alors, j'ai parlé des paysans tout à l'heure parce qu'il me semblait que, pour une part d'entre eux en tout cas, ces gens qui ont porté très tôt des choix, alors qu'ils ne sont pas que des choix techniques, qui sont des choix aussi de société, de vivre ensemble, de rapport à la nature, de décélération, de sortie du modèle productiviste, du modèle dominant à partir des années 60, ont été la première couche sociale, je pense, en France, à mettre en œuvre ces préceptes. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur les raisons pour lesquelles ce sont des paysans précisément, et non pas des prolétaires, pour le dire vite, qui ont mis en œuvre ces conceptions, du temps et de la responsabilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sociologiquement, une partie, en tout cas, de la société est prête à... et ce sont un certain nombre de signaux faibles qui me donnent cela à penser. On ne peut pas dire que, donc, en sortant dans la rue... le monde est radicalement changé, mais je pense qu'une partie de la société, dans son imaginaire social, est prête à envisager donc autrement l'idée de progrès, le futur, la transmission, les générations futures. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de générations futures, mais en tout cas, sa conception du temps. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis désolé d'avoir été un peu brouillon dans ma construction, parce que je voulais parler de plein de choses, mais bon, voilà, j'ai lancé quelques pistes. Merci beaucoup.